Bonsoir, nous allons faire le cours sur les vaccins. J'ai choisi de faire ce format afin que vous ayez un cours presque comme si demain on était ensemble, mais en version vidéo, ce qui vous permettra d'avoir un petit peu plus d'explications aussi à l'oral. Et vous pourrez le revoir si vous voulez, si ce n'est pas obligatoire, ce cours. Suite à ce cours, je vais vous poser des questions. Il faudra répondre aux questions à la suite de l'écoute de cette vidéo. Alors, nous allons faire le cours sur les vaccins. Donc, la vaccination est une mesure de prévention primaire. Alors, on verra ça sur le cours sur la santé, mais la prévention primaire, c'est quand on fait des actions pour éviter de tomber malade, d'être malade. Donc, le calendrier vaccinal, c'est un calendrier qui est défini par le gouvernement chaque année. Et il est revu quasi chaque année ces dernières années. Il a été revu chaque année. Donc maintenant, vous allez avoir à la fin, vous devrez chercher les dates des vaccins obligatoires des enfants. Aussi, ça sera dans les questions. Alors, la définition d'une vaccination. Alors, la vaccination consiste à introduire chez un individu, donc chez une personne. Alors, vous l'avez fait quand vous avez été vacciné contre l'hépatite B, là, juste avant l'entrée en formation. On a décidé, la loi décide que vous soyez protégé contre l'hépatite B. Comment on vous protège contre l'hépatite B? On vous protège contre l'hépatite B en inoculant une toute petite partie de la maladie, qui est l'hépatite B, une infime partie, ça veut dire que c'est un millionième de la maladie qu'on va vous injecter. Alors, le but de cette injection, c'est que vous fabriquiez vous-même des défenses immunitaires contre cette maladie, contre l'hépatite B. C'est pour ça qu'on vous vaccine contre l'hépatite B. Mais aussi, pendant l'enfance, vous avez été vacciné contre d'autres maladies, la rougeole, la rubéole, les oreillons, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, etc. Et à chaque fois, on vous a mis une toute petite partie soit du virus ou de la bactérie responsable de cette maladie dans votre corps. Dans le but, excusez-moi, dans le but de vous protéger contre cette maladie vous-même. Ça veut dire que vous fabriquez vous-même des défenses immunitaires. Alors, ces défenses immunitaires que vous allez fabriquer vous-même, ça s'appelle des anticorps. On verra ça dans le cours sur l'immunité qui aura lieu au mois de décembre. Ces anticorps, ce sont des cellules que votre organisme va fabriquer lui-même. Ça veut dire que ce sont comme des petits soldats. Des petits soldats contre quoi? Contre une maladie. Mais en fait, ce sont des soldats qui sont spécialistes. C'est des soldats. Alors, quand vous êtes vacciné, quand vous avez une maladie, vous allez être vacciné. Par exemple, si vous êtes vacciné contre la poliomyélite, vous allez avoir des anticorps qui vont être contre la poliomyélite. Et à chaque fois, ces anticorps, ils n'agiront que sur la poliomyélite. Ce sont des anticorps, ce sont des soldats spécialisés. Et il n'agit que contre la poliomyélite. Par exemple, si vous avez une grippe, on va dire le variant H1N1, AH1N1, si vous avez eu le variant AH1N1, et vous avez dans votre corps des anticorps contre le variant AH1N1. Ça veut dire que votre corps, à chaque fois qu'il y a une bactérie ou un virus, ou quel que soit, il se défend. Dans un premier temps, il va se défendre. Il combat. Mais comme il n'a pas envie de combattre, parce qu'au début, il se défend fort, ça le fatigue beaucoup. Mais comme il n'a pas envie de combattre à chaque fois aussi fort, il se dit, je vais garder en moi des soldats spécialistes pour attaquer de façon efficace cette maladie. Ça veut dire qu'il va fabriquer des spécialistes.
Et les spécialistes, on a des spécialistes contre l'hépatite B, par exemple, c'est ce que vous êtes en train de fabriquer, ceux que vous avez fabriqués le mois dernier ou vous les aviez fabriqués pendant l'enfance. Vous avez des spécialistes contre l'hépatite B. Si vous avez eu le Covid, vous avez des spécialistes contre le variant du Covid que vous avez eu. Vous avez des spécialistes contre le variant de la grippe. Vous avez des spécialistes contre la rougeole. Vous avez des spécialistes contre la rubéole, contre la tuberculose, si vous avez eu le vaccin contre la tuberculose. Ça veut dire que vous avez des soldats qui sont spécialisés pour telle maladie ou telle maladie. Mais voilà, ils ne s'occupent que de cette maladie-là et pas d'une autre. Donc ces soldats qui sont fabriqués par votre corps, ça s'appelle des anticorps. Ce sont des cellules de défense du corps qui s'appellent les anticorps et qui agissent spécifiquement contre une maladie à chaque fois. Et les soldats anti-grippe, ils n'agiront pas contre les soldats contre la maladie Covid. Ils n'agiront que contre la grippe. Et les soldats contre la rougeole n'agiront pas si vous êtes atteint par la rubéole. Ça veut dire que quand on vous vaccine, on vous fait de manière active. Ça veut dire que votre corps va être acteur. Votre corps, il va devoir se défendre par lui-même. Ça veut dire qu'il va fabriquer lui-même des soldats contre cette maladie. Ça veut dire que une autre fois, dans la rue, par exemple, vous êtes vacciné contre la tuberculose. Si vous êtes vacciné contre la tuberculose, peut-être dans le métro, vous avez rencontré quelqu'un qui a été atteint de la tuberculose. Le virus qui est responsable de la tuberculose est entré en vous, mais vous n'avez eu aucun symptôme. Pourquoi? Parce que vos soldats, les anticorps contre la tuberculose, ont agi tout de suite. Ça veut dire que eux, dès qu'ils revoient la tuberculose arriver en vous, ils sifflent, ils rameutent, ils se multiplient et ils vont agir de façon très efficace contre la tuberculose. Ça veut dire que vous ne développez aucun symptôme. Vous êtes complètement indemne de symptômes. Donc ça veut dire que vous n'avez aucun signe de maladie. Vous vous êtes même pas rendu compte que le virus de la tuberculose, il est venu en vous, ou la bactérie, c'est la bactérie plutôt, et que la bactérie, c'est une bactérie, la tuberculose, je suis en train de tilter, c'est une bactérie, c'est le bacille de Calmette-Guérin. La bactérie de la tuberculose est venue en vous, et vous avez, et que cette bactérie, vous ne l'avez même pas sentie parce que vous êtes, grâce à la vaccination, grâce à cette petite armée anti-tuberculose, que sont les anticorps anti-tuberculose, vous avez combattu efficacement la maladie. Voilà. Donc je résume. La vaccination, c'est le fait qu'on va introduire en vous une toute petite partie d'une maladie contre la tuberculose ou contre l'hépatite B, une petite partie de cette maladie en vous. Ça ne déclenchera pas de symptômes en vous, ou très très peu, mais pas suffisamment pour que vous tombiez malade. Mais ce qui va permettre à votre corps, grâce à ça, de se dire « Oh, celui-là, je ne l'aime pas. Celui-là, je ne l'aime pas. Donc, je vais le chasser, mais aussi je vais fabriquer des anticorps contre cette maladie. Au cas où, si elle revient, je la combattrai directement. » Donc, la vaccination, c'est ça. C'est d'introduire une toute petite partie d'un virus ou d'une bactérie responsable d'une maladie spécifique et qui est souvent très dangereuse dans le corps de quelqu'un, de façon à ce que cette personne reconnaisse cette maladie comme pas bien et surtout fabrique des soldats, soit des anticorps, contre cette maladie. C'est ça la vaccination. Alors, donc c'est une sorte de fait de fabriquer des défenses immunitaires de façon active. Il y a une autre forme de défense du corps qu'on peut apprendre, qui n'est pas la vaccination,
mais je vais juste vous en parler pendant 2 minutes. Ça s'appelle la sérothérapie. La sérothérapie, c'est le fait que quand si un jour on est malade ou on risque d'être malade, par exemple, vous êtes parti en colonie, en vacances, et quelqu'un a contracté une méningite, et vous n'êtes pas vacciné contre cette méningite, et bien à ce moment-là, les médecins, ils vont vous donner directement dans votre corps des anticorps contre la méningite, cette méningite-là. Ça veut dire que vous ne fabriquerez pas vous-même ces anticorps-là, mais les anticorps qui vont vous être amenés par injection, ils vont vous aider à combattre cette maladie. Et ça, c'est une sorte de défense immunitaire dite passive. Ça veut dire que ce n'est pas votre corps qui va fabriquer les anticorps, mais ce sont les anticorps qui vous sont amenés par injection directement dans votre corps pour aller combattre la maladie. Donc ça, c'est la sérothérapie. Ça veut dire qu'on vous injecte directement des anticorps et vous ne fabriquez pas vous-même les défenses immunitaires. Nous, on va plutôt se concentrer d'abord sur la vaccination. La vaccination, je résume, c'est le fait d'introduire une partie de maladie, une toute petite partie de maladie dans votre corps pour que votre corps le reconnaisse comme quelque chose qu'il ne veut pas, qu'il va rejeter. Il va donc se défendre dans un premier temps, comme ça il va rejeter la maladie. Mais dans un deuxième temps, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aussi fabriquer des anticorps qu'il va mettre en mémoire dans votre corps, et des anticorps spécialisés contre cette maladie. Et la vaccination, c'est donc ça. Alors, le but de la vaccination, ça c'est un autre point. Quel est l'intérêt de la vaccination? L'intérêt de la vaccination, c'est de protéger un individu contre une maladie, mais aussi et surtout, c'est de protéger l'ensemble de la population. C'est pour ça que quand on fait des vaccinations, on fait des campagnes de vaccination de masse, comme on fait pour les enfants, pour toutes les maladies obligatoires. Le but, c'est d'éradiquer, ça veut dire qu'il n'y ait plus du tout cette maladie-là, notamment en France, parce que plus la population va être protégée contre sa maladie, plus il y a de chances que la maladie disparaisse entièrement du territoire. Donc c'est pour ça maintenant que les enfants ont 12 vaccins obligatoires. 12 vaccins obligatoires pour les protéger contre les différentes maladies les plus dangereuses et qu'il faut éradiquer, ça veut dire annuler du territoire français. Qu'il n'y ait plus du tout du territoire français. Donc l'intérêt de la vaccination est double. Un, c'est protéger chaque individu contre les maladies, mais aussi protéger l'ensemble de la population sur un territoire donné, et en l'occurrence, pour nous, le territoire français. C'est pour ça que nous avons des vaccins dits obligatoires et des vaccins recommandés. Les vaccins obligatoires sont obligatoires pourquoi? Pour l'entrée notamment des enfants dans les collectivités, en crèche, à l'école, et maintenant que l'école maternelle est obligatoire à partir de 3 ans, ça veut dire qu'avant 3 ans, avant qu'ils rentrent à l'école, les communes vont s'assurer que les enfants ont bien fait toutes leurs injections pour les vaccins obligatoires. Alors, il y a plusieurs maladies sur lesquelles les vaccins sont obligatoires. Alors, vous aurez le cours en papier plus tard. Là, je vous allez répondre aux questions. Mais après, là, je vais vous expliquer en gros qu'est-ce que font ces maladies, les maladies obligatoires. Qu'est-ce qu'elles ont l'action si quelqu'un l'a attrapé, cette maladie, la contracte, et ben, quels sont les risques pour cette personne. Et d'où l'intérêt de protéger les enfants et la population en général contre cette maladie. Parce qu'en général, ces maladies-là, elles sont très, 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 très graves. Et en général, elles peuvent même entraîner soit de lourds handicaps, soit le décès de la personne. Alors, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, il y en a plus. Moi, il y en a 12. Mais non, il y en a... Ah ouais, 11, ouais, il y en a 11.
toujours. Parce qu'il y en a qui ont été... la méningite C est passée, a été couplée avec d'autres types de méningite. Alors d'abord, on va voir la première maladie qu'on va voir. Et donc, c'est une maladie où la vaccination... Alors là, on va voir d'abord les vaccinations dites obligatoires. Les vaccinations obligatoires sont la diphtérie. C'est une maladie qui est une toxi-infection bactérienne. Ça veut dire que c'est une infection, c'est une bactérie qui est très contagieuse, qui est due à une bactérie qui s'appelle un bacille, qui se développe dans la gorge, et elle va pouvoir boucher le larynx. Le larynx, c'est dans la gorge, on a les voies nasales pour quand on va respirer, on a le nez, après on a le pharynx et après on a le larynx. Le larynx, pour se savoir où ça se situe, et ben vous touchez vos cordes vocales. Le A. Vous mettez votre doigt au niveau de votre gorge et quand vous faites le A, ça va vibrer. Vous allez bien sentir que ça vibre. Votre larynx, il se situe à ce niveau-là. Il se situe à ce niveau-là. Et donc, cette maladie, la diphtérie, c'est une bactérie qui va se développer dans la gorge et qui va boucher le larynx. Donc, si ça bouche le larynx, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que l'air ne peut pas passer. Parce que l'air, il va passer par soit les fosses nasales, soit par la bouche. Fosse nasale, pharynx, larynx. Mais si le larynx, il est bouché, et bien la personne, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle étouffe. Donc, et ça peut aller aussi, donc ça crée une asphyxie. Donc, une asphyxie, ben, c'est une absence de respiration. Il va étouffer. Et après, il y aura aussi une atteinte, parce qu'il y a cette toxine, c'est une toxi-infection. Cette toxine va aussi avoir une atteinte du cœur et du système nerveux. Donc, en gros, il y a de grandes chances de décéder. Donc, c'est pour ça que cette maladie est très, très grave. Contre le tétanos, c'est une infection bactérienne qui est caractérisée par des contractures musculaires très, très fortes, allant jusqu'à l'atteinte des muscles respiratoires. Ça veut dire que les muscles, ils vont se contracter. Mais normalement, les muscles, ça se contracte et ça se relâche. Contraction. D'ailleurs, vous voyez, là, un muscle, il va se... Oh, vous allez vous moquer de moi, mais c'est pas grave. Un muscle, il va se contracter. Ça fait un biceps. Il se contracte et il se relâche. Il se contracte. Hop, ça fait un mini biceps. Ça se contracte. Ça se relâche. Donc, les muscles respiratoires, c'est les muscles qui vont être au niveau de nos côtes, qui vont permettre aux côtes de s'écarter pour que l'air puisse bien rentrer dans les poumons. Les poumons, ils vont permettre, quand on va inspirer, ça se gonfle, et quand on expire, ça se relâche. Ça se gonfle, ça se relâche. Donc, pour que ça se gonfle et que les poumons puissent bien se gonfler, il faut que les côtes s'écartent. Pour que les côtes s'écartent, ça va être dans les muscles dits respiratoires. Ça va permettre à ce muscle, notamment, il y en a un autre qui s'appelle le diaphragme aussi, ces muscles, ils vont se contracter et se relâcher. Mais s'ils restent contractés en permanence, ils ne se relâchent plus. Donc s'ils restent contractés en permanence, qu'est-ce qu'on ne peut plus faire? On ne peut plus inspirer, expirer, vu qu'ils sont contractés en permanence. Et s'ils sont contractés en permanence, on ne peut donc plus respirer. Donc le tétanos, qui est une maladie qui peut se contracter quand on se blesse avec un objet rouillé, notamment. Le rouillé, vous savez, c'est cette pellicule un peu orange sur les objets en ferraille, en fer, sur des couteaux, des vieux couteaux, des outils de jardinage, tout ça. Et si on n'est pas protégé contre le tétanos, si on se blesse avec un outil qui est rouillé, parce que souvent il se loge là-dessus, en fait le tétanos est dans la terre et comme les objets sont rouillés, bah, ils sont poreux et quand on jardine, la terre elle se loge dans la rouille et si on se blesse, et ben c'est la terre qui est infectée par le tétanos, par la bactérie du tétanos
qui va entrer dans votre corps et vous contaminer. Mais le tétanos, ça va créer donc de grandes contractures musculaires et ça peut aussi contracter de façon définitive les muscles de la respiration. Et s'ils se contractent et ne se relâchent plus, on ne peut donc plus respirer. Donc ça entraîne le décès de la personne. La poliomyélite. Alors la poliomyélite, c'est un virus, c'est pas une bactérie comme les deux premiers. Donc les premiers, c'est la diphtérie, le deuxième, c'est le tétanos. La troisième maladie obligatoire, c'est la poliomyélite. La poliomyélite, c'est un virus qui provoque des paralysies, laissant des séquelles très invalidantes, notamment des membres inférieurs, par exemple. Donc, les personnes qui ont eu la poliomyélite, des fois, ils sont en fauteuil roulant. Alors ça, c'était pour les vieilles générations. Maintenant, cette vaccination est obligatoire depuis des années. Donc, on n'a plus d'atteinte de la poliomyélite en France. La contamination, elle se fait principalement par voie digestive. Donc, c'est quand on mange, c'est quand quelque chose qu'on inhale en mangeant notamment. Ou en mettant les mains à la bouche si les mains étaient contaminées, comme ça. La coqueluche. Alors, la coqueluche, c'est cette maladie respiratoire qui peut être très très dangereuse, surtout chez les nourrissons. C'est une maladie qui va créer une coque, une toux, pas une coque, une toux, pardon. Une toux, la personne, c'est comme si elle allait s'étouffer. Elle tousse, elle tousse, elle tousse, elle tousse, elle tousse, elle tousse, j'en ai déjà parlé. Elle tousse, elle tousse, elle tousse, elle tousse, elle tousse, elle tousse, elle tousse. Et au moment où elle va reprendre son inspiration, elle va faire une telle inspiration que ça va faire penser au chant du coq. Donc, elle va faire... Et ça va en très longtemps. Et au moment où elle inspire, elle fait... Une telle inspiration, c'est beaucoup plus fort que ça fait penser au chant du coq. D'où le nom coqueluche. Ça fait penser au chant du coq. C'est une maladie infectieuse bactérienne respiratoire qui est très contagieuse et qui est très dangereuse pour les enfants de moins de 6 mois. Ça peut même entraîner une mortalité, ils peuvent même mourir de la coqueluche. D'où l'intérêt de les vacciner contre la coqueluche. Et que les parents se vaccinent aussi, j'en ai déjà parlé. De façon à protéger leur enfant. Et comme je vous avais donné comme exemple, l'enfant je m'étais occupée, cette petite fille-là avait été contaminée par sa maman. Qui était porteuse de la coqueluche et c'est sa maman qui avait infecté son petit bébé. La petite fille allait bien, elle s'en est sortie. La contamination se fait par voie aérienne parce que bizarre, on tousse, donc il y a des gouttelettes que la personne peut donc respirer et c'est comme ça qu'elle se contamine. Donc la coqueluche, ça peut entraîner la mort, surtout des nourrissons de moins de 6 mois. C'est pour ça que c'est important de se protéger contre et c'est pour ça que c'est une maladie obligatoire. Après, nous avons autre maladie, l'Haemophilus influenzae de type B. C'est une bactérie aussi qui est responsable d'un certain type de méningite. Parce que la méningite, c'est l'inflammation des méninges. Et les méningites, elles peuvent être responsables soit par des virus ACWY, soit par des bactéries comme l'Haemophilus influenzae de type B. Alors cette bactérie, cette méningite, ça va contaminer le cerveau parce que les méninges, les organes, ce sont des enveloppes qui vont entourer le système nerveux central. Ça veut dire que c'est des enveloppes qui vont complètement protéger le cerveau, le cervelet, le bulbe rachidien, le tronc cérébral et la moelle épinière. Ces enveloppes, les méninges, ça ne sert pas on pense que ça nous sert à réfléchir, mais c'est pas du tout ça. Les méninges, ce sont juste, on verra après dans le système nerveux, il y a d'autres fonctions, mais leur fonction principale, c'est juste des sortes d'enveloppes, comme un film protecteur. C'est quelque chose qui va protéger et qui va entourer le système nerveux central. Donc ça va entourer notre cerveau, ça va entourer le cervelet, le tronc cérébral, le bulbe rachidien, et ça va aussi entourer notre moelle épinière qui va descendre dans notre colonne vertébrale. Donc la méningite, c'est une infection des méninges, c'est une inflammation des méninges. Et elle est due à plusieurs virus ou bactéries et elle peut être due notamment à l'Haemophilus influenzae de type B. Donc cette méningite, ça va créer une septicémie. Une septicémie, c'est une infection du sang. Ça veut dire que si le sang est infecté, ça infecte tout le corps. Vu que le sang il circule partout,
bah, ça veut dire que l'ensemble de votre corps va être infecté. Donc c'est extrêmement grave, on peut même en décéder. Ça va entraîner aussi des épiglottites, c'est une inflammation de l'épiglotte. Et aussi ce qui va nous gêner pour respirer et des pneumonies avant l'âge de 5 ans. Et donc la contamination, la contamination se fait par voie aérienne, vu que c'est l'hémophilus influenzae de type B, et se passe par gouttelettes notamment. L'hépatite B. L'hépatite B, c'est une maladie virale, c'est un virus. Donc celui-là, il vous parle parce que vous êtes vacciné contre maintenant, parce que vous rentrez dans la profession des soignants et tout soignant doit être protégé contre l'hépatite B. L'hépatite B, normalement, c'est quelque chose qui se transmet soit par le sang, si le sang est contaminé, s'il y a une transfusion sanguine. Rassurez-vous, maintenant, les transfusions sanguines sont tellement surveillées qu'il n'y a quasiment aucun risque d'avoir un problème. Ou par voie sexuelle, lors des sécrétions, avec des sécrétions sexuelles, sperme ou sécrétions vaginales. Donc, son traitement, c'est traité, mais la personne ne va pas guérir. Mais c'est une maladie chronique qui est irréversible, c'est-à-dire qu'on n'en guérira pas et qui peut aller jusqu'au cancer du foie. Donc, c'est une maladie qui est assez grave. Et donc, voilà, il faut la cirrhose du foie, qui est une inflammation du foie, comme une sorte de destruction du foie, la cirrhose du foie et aussi un cancer du foie. Donc c'est une maladie plutôt grave, c'est pour ça qu'on protège notamment les soignants et que maintenant les enfants sont vaccinés de manière obligatoire contre cette maladie. Autre maladie obligatoire, ce sont les infections à pneumocoques. Les pneumocoques, c'est la première cause de méningite, c'est aussi des bactéries. C'est la première cause de méningite des enfants. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, la méningite, l'inflammation des méninges, elle peut être due à plusieurs virus ou bactéries. Tout à l'heure, on a vu l'hémophilus influenzae de type B, mais qui pouvait aussi infecter les méninges, donc ces organes protecteurs, ces enveloppes protectrices du système nerveux central, ces enveloppes qui entourent notre système nerveux. Mais aussi, elles peuvent être infectées. Le pneumocoque va aussi pouvoir infecter l'enfant et créer une méningite. Et en fait, un enfant sur 10 en meurt. Donc c'est énorme. Si un enfant a une méningite à pneumocoque, il a une chance sur 10 de mourir. Un tiers, on gardera des conséquences, des séquelles type surdité, handicap neurologique, donc de graves conséquences, des handicaps lourds pour les enfants. Donc il peut infecter les poumons, les oreilles et la contamination se fait par voie aérienne. C'est pour ça maintenant que c'est une vaccination obligatoire pour les enfants. Autre maladie obligatoire pour les enfants, la rougeole, les oreillons et la rubéole. On va commencer par la rougeole qui est aussi une maladie obligatoire pour laquelle on doit se faire vacciner. C'est une infection virale très contagieuse et certaines complications sont redoutables. Alors des fois c'est une maladie infantile assez bénigne. On se dit, bon voilà, l'enfant est très fatigué, il a des boutons, il est extrêmement fatigué, voilà. Mais les conséquences, et il y a eu beaucoup de cas de décès dans certains pays, notamment aux États-Unis. Il y a eu des vagues de rougeole, même cette année, il y a eu des vagues de rougeole aux États-Unis. Beaucoup d'enfants en sont décédés, qui peut entrer une inflammation de l'encéphale. Vraiment, l'encéphale, c'est quoi? Ça réunit le cerveau, le bulbe rachidien, le tronc cérébral et le cervelet. En gros, c'est l'encéphale. C'est quoi? C'est vraiment les organes de commande de notre corps. Donc, si lui, il est atteint, imaginez les conséquences gravissimes que ça peut avoir chez l'enfant. Et ça peut même entraîner le décès. Donc, la rougeole n'est pas juste une petite maladie infantile qui donne juste quelques boutons. Non, la rougeole est une maladie qui est grave et qui peut vraiment entraîner le décès des enfants ou de lourds handicaps par la suite si l'enfant n'est pas bien traité. Les oreillons. Les oreillons est une maladie qui touche les oreilles. C'est une maladie virale qui touche la glande parotide. Donc cette glande parotide, c'est la glande qui est juste derrière les oreilles.
C'est la glande salivaire qui se situe à ce niveau-là. Et en fait, elle se situe à ce niveau-là. Donc, on a l'impression que c'est au niveau des oreilles, mais en fait, non. C'est pas tout à fait au niveau des oreilles. C'est juste en dessous les oreilles. Et en fait, les enfants, quand ils ont les oreillons, et je vais vous envoyer le PowerPoint, vous allez voir, regarde en PowerPoint, ça leur fait un visage en forme de poire. Et ça le fait leur visage en forme de poire. Et ça fait, parce que c'est très gonflé là, tout le monde voit la forme d'une poire, comme ça. Et en fait, ça fait un visage en forme de poire. Voilà. Donc c'est ça, et c'est très gonflé à ce niveau-là, au niveau des glandes salivaires qui sont atteintes. Alors les oreillons, le risque, surtout, c'est pour les petits garçons et les petites filles, parce qu'il y a un risque pour plus tard de stérilité. Je vérifie. Ouais, une atteinte des testicules et des ovaires. Il peut y avoir aussi une atteinte du pancréas, une atteinte des méninges et du cerveau. Mais le risque principal, c'est au niveau des testicules et des ovaires. Et ça peut entraîner une stérilité chez les enfants qui contractent les oreillons. Donc, c'est pour ça que c'est important de bien prévenir contre cette maladie. La rubéole, autre maladie obligatoire. Donc, pour l'instant, on a vu la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la poliomyélite, l'hémophilus influenzae de type B, l'hépatite B, les infections invasives à pneumocoque, la rougeole, les oreillons et la rubéole. La rubéole, donc c'est une maladie virale, donc c'est un virus. Vous verrez, il y a deux types, vous avez vu ça avec Madame de Lyon. Les bactéries, c'est des cellules qui se développent elles-mêmes et le virus, il rentre dans nos propres cellules. Or, le virus, la rubéole est une maladie virale. En soi, la rubéole, si nous, on la contracte en tant qu'adulte, il n'y a pas de grandes conséquences. En soi, c'est une maladie qui va donner en gros un état grippal qui est c'est assez bénin. Pendant 1 ou 2 jours, vous allez vous sentir pas très très bien, un peu fatigué, j'ai des courbatures, une petite toux, tout ça. Un peu un état grippal comme vous pouvez avoir facilement pendant l'hiver. 2, 3 jours, 1 ou 2 jours, vous ne sentez pas trop bien. Et des fois, ça passe même inaperçu, complètement inaperçu. Ça donne, je crois que ça donne des tout petits boutons. Des tout petits boutons. Donc, voilà. Mais la rubéole, en soi, il n'y a pas de grandes conséquences. Le souci, c'est si une femme enceinte la contracte. Et là, c'est grave. C'est grave pour le fœtus, mais avant un certain âge. Je crois que c'est avant l'âge de 5 mois. Je le fais de tête. Avant l'âge de 5 mois. Et si la mère le contracte avant l'âge de 5 mois du bébé, jusqu'à ses 5 mois de grossesse, eh ben, il peut avoir de graves conséquences neurologiques chez le bébé. Donc, des malformations du cœur, des malformations des yeux, des malformations de l'oreille, des malformations des nerfs et aussi un retard mental. Moi, je connais le cas dans ma famille où c'était une personne qui est née en 1946 et une personne qui est née en 1946 et elle était sourde suite à la rubéole. La transmission se fait par voie aérienne ou pendant la grossesse. Excusez-moi, j'ai ma fille qui passe à 4 pattes à côté de moi, ça me fait un peu sourire. Les dernières maladies dont je vais vous parler, qui sont aussi une vaccination obligatoire, ce sont les méningocoques. Et il y en a plusieurs types qui vont aussi donner, ce sont des méningocoques, c'est des choses qui vont donner des méningites, mais de plusieurs types. Donc on avait déjà vu pour les méningites, l'hémophilus influenzae de type B, aussi des invasions à pneumocoques qui vont donner des méningites, mais il y en a d'autres. Il y a aussi les méningocoques B, les méningocoques A, les méningocoques C, les méningocoques W et les méningocoques Y. Le méningocoque B, par exemple, c'est une bactérie qui provoque une méningite grave survenant de manière sur un cas isolé ou épidémique. Ça veut dire qu'il y a un cas isolé qui peut contaminer par exemple, toute une colonie de vacances, tout un groupe d'enfants qui ont participé à la même colonie de vacances de moins de 5 ans. Et c'est un signe de septicémie. Donc ça, ces méningites-là, elles sont extrêmement virulentes. Ça veut dire que l'enfant, il peut décéder en quelques jours. Ça veut dire en 2-3 jours, il peut vraiment décéder s'il est atteint par les méningites B, A, C, W ou Y. C'est pour ça que cette maladie-là est obligatoire depuis très peu de temps. La méningocoque C est obligatoire depuis quelques années. Le
BCWY, c'est le nouveau de cette année. Ce sont les petits nouveaux de cette année. Et ces petits nouveaux, ils sont obligatoires depuis cette année. Et parce qu'ils sont extrêmement virulents. Ça veut dire que si les enfants contractent l'un de ces méningocoques, soit le B, soit le A, soit le C, soit le W, soit le Y, ces enfants, ils peuvent décéder en quelques jours. S'ils ne décèdent pas, on a maintenant c'est le présentateur, il présente des émissions, mais c'est un athlète paralympique, qui a été amputé des 4 membres. Et c'est un nageur, je crois qu'il est nageur, et il était amputé des 4 membres, je n'ai plus son nom, et il présente maintenant des émissions sur la 3. Donc, je crois que c'est Slam, c'est une émission un peu pour les personnes âgées l'après-midi. Et il a été amputé des 4 membres, et suite à une méningite quand il était enfant. Donc cette méningite est extrêmement grave et donc ça peut entraîner le décès des enfants. Donc les maladies obligatoires, je répète parce que c'est une de vos questions. Quelles sont les maladies obligatoires contre lesquelles les enfants doivent être vaccinés? Ce sont la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, la coqueluche, l'hémophilus influenzae de type B, l'hépatite B, les infections à pneumocoques, la rougeole, la rubéole, les oreillons et aussi les méningocoques B, les méningocoques A, méningocoque C, méningocoque W et méningocoque Y. Mais celui-là, il est couplé en un seul vaccin. Après, donc ça, c'est les vaccinations obligatoires parce que c'est très grave et il faut vraiment protéger l'ensemble de la population contre ces maladies. C'est pour ça qu'on maintenant, c'est obligatoire. Donc, ça veut dire que si les enfants sont vaccinés, on se dit qu'au bout de quelques années, ces maladies vont complètement disparaître du territoire. Après, pour certaines maladies, on laisse le choix aux parents de réaliser ou pas cette vaccination. Alors, les maladies où ce n'est pas obligatoire, maintenant, nous avons la tuberculose. Avant, elle était d'ailleurs obligatoire pour les soignants, elle ne l'est plus. Maintenant, on fait juste un test. Avant, on vous l'a demandé, maintenant, on ne la demande plus pour les soignants. La tuberculose est une vaccination dite recommandée. C'est les parents qui jugent ou l'adulte lui-même qui juge s'il va être vacciné ou pas contre la tuberculose. C'est des personnes à risque, plutôt en Île-de-France et en Guyane. Ce sont plutôt les régions les plus atteintes par la tuberculose. C'est une bactérie, la tuberculose, le bacille de Koch, ou bacille de Kamete-Guérin, qui peut toucher tous les organes. Et la contamination se fait par voie aérienne. Il y en a de moins en moins, c'est pour ça que la vaccination est de moins en moins, n'est plus obligatoire pour les soignants. Alors, autre vaccination qui est recommandée et qui est même maintenant fortement recommandée, notamment pour nos adolescents. Donc à partir de, normalement c'est 11 ans ou 12 ans, autour de 12 ans, 12-13 ans, on vous recommande, je vais regarder parce que j'ai un trou sur l'âge du papillomavirus. Le papillomavirus, c'est entre 11 ans et entre 11 ans et 13 ans pour la première fois. Donc le papillomavirus, c'est une maladie qui va qui est responsable de cancer au niveau des voies vaginales, au niveau du col de l'utérus, notamment pour les femmes. Sauf que, en fonction des pratiques sexuelles de chacun, le jeune garçon, lui aussi, peut avoir ces lésions précancéreuses. Ça veut dire qu'en fonction des pratiques sexuelles. Donc, certains acteurs, notamment, il a diffusé, Michael Douglas, a eu ce papillomavirus qui s'est localisé au niveau de sa gorge, suite à des relations sexuelles, localisé au niveau de sa gorge, et il a eu un cancer de la gorge suite à ça. Donc, c'est pour ça que maintenant, ce papillomavirus, on recommande très fortement aux parents d'adolescents et aux adolescents de se vacciner contre, de façon à éviter ce cancer. Donc c'est jusqu'à à peu près entre 11 et 13 ans pour la première injection.
C'est en tout cas, c'est pourquoi on fait entre 11 et 13 ans. On préfère prendre bien avant l'âge du premier rapport sexuel si la personne est un peu précoce au niveau des relations sexuelles. Et la moyenne d'âge en France de la première relation sexuelle ne bouge pas depuis des dizaines d'années. Elle est en moyenne toujours et toujours de 17 ans. Mais de façon à prévenir cela, parce que des fois il y en a qui commencent à avoir des relations sexuelles un petit peu plus tôt, on va prévenir cela en le faisant dans la toute jeune adolescence, 11-13 ans, pour la première injection. Après une vaccination, oui, j'ai oublié de dire que si la personne n'est pas vaccinée, la femme aura des frottis régulièrement. Des frottis, ça veut dire on va faire un petit prélèvement, le gynécologue va faire un petit prélèvement tous les 3 ans. Tous les 3 ans, à partir de 25 ans, tous les 3 ans, on fait un petit prélèvement au niveau du col de l'utérus de la femme pour vérifier qu'il n'y a pas de cellules cancéreuses au niveau de ce col. C'est un cancer qui est plutôt bien guéri, mais qui peut, comme tout cancer, dégénérer, des métastases et entraîner le décès de la personne. C'est pour ça que c'est fortement recommandé, surtout que c'est qu'un vaccin et on protège les adolescents pour très longtemps. Alors, tous les cancers du col de l'utérus ne sont pas dus au papillomavirus, mais en large majorité, si. Contre le Covid-19, les enfants entre 5 et 11 ans peuvent être vaccinés s'ils n'ont jamais été atteints. Aussi, le rotavirus aussi, c'est un virus qui est souvent responsable de gastroentérites très très graves qui peuvent entraîner une déshydratation assez grave des enfants et qui peut entraîner le décès dans certains cas. Donc on peut le faire à l'âge de 2-3 mois. La grippe que vous connaissez, c'est une maladie saisonnière. Avant, elle n'était pas proposée aux enfants. Maintenant, elle peut être proposée aux enfants entre 2 et 17 ans. Avant, c'était plutôt proposé pour les populations fragiles et les personnes âgées. Mais maintenant, depuis 2 ans, elle est proposée aussi aux enfants. Et le VRS, c'est le virus respiratoire syncytial, j'en avais déjà parlé en début d'année. C'est ce virus qui est responsable de la bronchiolite. Alors cela, ça s'adresse plutôt à des enfants entre guillemets fragiles, des enfants nés prématurément, mais de grands prématurés. Avec des âges à la naissance inférieurs à 33 semaines d'aménorrhée. On peut aussi contre la varicelle et on peut aussi contre la varicelle. Alors, au moment de se faire vacciner, parfois, ce n'est pas le bon moment pour se faire vacciner. Pourquoi? Parce que si on est malade, autre point. Donc là, on a fini avec les vaccins obligatoires, on en a fini avec les vaccins recommandés. Maintenant, on va dire à quel moment on peut se faire vacciner. En général, il faut se faire vacciner quand on est en forme. Parce que si on est en forme, on va bien pouvoir... le corps va être suffisamment apte à répondre à la vaccination. Par contre, si on présente de la fièvre, on est très fatigué, on est malade, mais une maladie assez lourde, là, il ne faut pas se faire vacciner. Pourquoi? Parce qu'en fait, le corps va surréagir, parce qu'il ne sera pas en capacité de se défendre et de fabriquer des anticorps, surréagir au vaccin. Donc, en cas de fièvre, notamment, et si la personne est dans un état de fragilité au niveau de sa santé, on ne se fera pas vacciner ce jour-là. Mais ça, en général, le médecin, il s'en assure. En cas de grossesse aussi, en cas d'allaitement et dans certaines allergies aussi, on déconseille les vaccinations. D'autres points sont intéressants aussi. Si on manque de défense immunitaire, naturellement, on va éviter les vaccinations parce que la personne n'aura pas suffisamment de quoi fabriquer les petits soldats, les anticorps, et n'aura pas quoi de se défendre contre, même si c'est une toute petite partie, et ben, il ne pourra pas se défendre et il pourra développer la maladie de façon massive. Donc, c'est hors de question. Autre point, la conservation des vaccins. Comment conserver un vaccin? Alors, un vaccin, ça va se conserver en général dans le réfrigérateur. Donc, vous allez le prendre à la pharmacie ou les parents vont le prendre à la pharmacie. Maintenant, à la PMI, ils viennent directement avec leur vaccin quand ils se font vacciner à la PMI. Ils font vacciner leur enfant à la PMI. Mais où leur dire où conserver les vaccins? Alors, vous allez dire aux parents de conserver les vaccins dans le réfrigérateur. Mais pas n'importe où dans le réfrigérateur. Ils doivent conserver des vaccins, vous savez, dans le bac à légumes. Pas dans la porte,
pas en haut, dans le bac à légumes. Entre 2 et 8 degrés parce que c'est là où la température sera la plus douce, la moins froide du réfrigérateur. Et surtout pas dans la porte parce que dans la porte, il y a trop de variations de température quand on ouvre le frigo. Quand on ouvre le frigo, hop, ce qui est dans la porte, la température va remonter. Quand on referme, ça rebaisse. Donc, on va le conserver plutôt dans le bac à légumes. Donc, quand on conserve un vaccin, vous devez dire aux parents de le conserver entre 2 et 8 degrés dans le bac à légumes du réfrigérateur. Alors, le calendrier vaccinal. Donc, je vais vous demander de chercher, et je vais vous le mettre aussi par écrit, de chercher à l'écrit à quel âge les injections doivent être faites contre les maladies obligatoires que on a vu précédemment. Ça veut dire, je vais vous donner un exemple, pour un vaccin recommandé, je vous donne un exemple pour un vaccin recommandé, contre le papillomavirus. L'enfant doit être vacciné pour la première fois, première injection entre 11 et 13 ans, et la deuxième injection, ça doit être fait à l'âge de 14 ans. Donc, première injection entre 11 et 13 ans, deuxième injection à l'âge de 14 ans. Pareil, donc pour les vaccins, vous allez constater que les vaccins, ils vont avoir différents âges pour les injections. Et vous allez voir aussi pour les injections que certaines maladies, elles vont être couplées. Et d'ailleurs, vous l'avez vu. Quand vous avez été vacciné contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite, vous avez eu qu'une seule injection, qu'une seule piqûre. Pourquoi? Parce que dans la seringue et le liquide qu'on vous a injecté, dans lequel il y avait les 3 maladies. Il y avait une petite partie de diphtérie, une petite partie de tétanos, une petite partie de poliomyélite et des fois aussi la coqueluche. Et certains vaccins, ils peuvent aller jusqu'à 6 maladies. La diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, la coqueluche, l'hémophilus influenzae de type B, l'hépatite B. Tout ça, ils vont être faits dans une seule et même injection. Donc, vous allez voir que certains vaccins, ils vont être faits en même temps, dans le même jour. Ça veut dire que certains vaccins s'appellent Hexavac. L'Hexavac, par exemple, il contient en une injection, l'enfant va être immunisé, ça veut dire qu'il va être protégé. Immunisé, ça veut dire protégé. Il va être immunisé contre la diphtérie, contre la coqueluche, contre la poliomyélite, contre le tétanos, contre l'hémophilus influenzae de type B, contre l'hépatite B. Donc, il va être immunisé en une seule injection contre 6 maladies. Donc, pour toutes ces maladies, je vais vous demander de chercher à quel âge on va faire ces injections-là pour chaque maladie. Et aussi, vous allez voir quelles maladies sont couplées dans la même injection. Donc ça j'ai fait. Dernier point. Donc je vais beaucoup plus vite que je l'aurais fait en cours. Dernier point, c'est la surveillance par l'auxiliaire de puériculture après une injection. Effectivement, en crèche, notamment en crèche ou à l'hôpital, mais surtout en crèche, vous allez vous occuper des enfants et le matin, le parent, il va vous dire « Oh là là, après la crèche, on va aller chez le pédiatre, il va avoir son injection contre son injection, il va avoir un vaccin. » Et donc, suite à ce vaccin, vous allez devoir surveiller si tout va bien à la crèche. Alors, les parents aussi, mais vous aussi parce que vous vous en occupez dans la journée. Donc, pour tout vaccin, il y a différentes choses qu'il va falloir surveiller, quel que soit le type de vaccin, quel que soit. Il va falloir surveiller le point d'injection. Le point d'injection, c'est quand on fait un vaccin. Alors là, je ne peux pas remonter mon truc. Quand on fait le vaccin, quand on pique, l'endroit où on a piqué, ça s'appelle le point d'injection. C'est là où il y a eu le pic. C'est là où l'aiguille est rentrée. C'est le point d'injection. Et bien, qu'est-ce qu'on va surveiller sur ce point d'injection? On va surveiller que ça ne rougit pas, ça ne gonfle pas et qu'il n'y a pas de pus qui sortent. Il n'y a rien qui coule. Donc, on va surveiller le point d'injection. Et ça va se faire dans les jours qui suivent. Au besoin, on pourra désinfecter. Mais
s'il y a une rougeur, un gonflement, que ce soit un peu dur aussi, ou qu'il y a un peu de pus qui sorte, ce n'est pas normal, il faut donc le signaler et agir. Donc ça, la première chose à surveiller en cas de vaccin, suite au vaccin, c'est surveiller le point d'injection. Est-ce qu'il y a une rougeur? Est-ce que c'est dur? Normalement, ça doit être souple. Est-ce que c'est rouge? Est-ce que c'est dur? Et rougeur, induration, est-ce que c'est gonflé? Je repense au signe. Et aussi, est-ce qu'il y a du pus qui sort? Voilà. Autre chose, le comportement de l'enfant. Alors, en général, il est toujours un peu fatigué. Mais s'il est beaucoup plus fatigué que les autres enfants qui ont le même type de vaccin, ce qui vont tous le passer, hein, parce que c'est des vaccins obligatoires, bah, inquiétez-vous. Est-ce qu'il est grognon? Est-ce qu'il pleure facilement? Beaucoup plus qu'un autre enfant qui a été vacciné. Alors, ils sont toujours un peu fatigués suite à un vaccin, mais là, beaucoup plus que les autres. Évitez aussi, vous allez faire en sorte d'éviter qu'il se gratte. Alors, normalement, ça ne doit pas gratter, mais s'il se gratte, surtout sous les ongles, en général, c'est toujours un peu sale les ongles. Alors, l'autre fois qu'on avait fait le lavage des mains, je vous ai dit qu'il faut laver les ongles, sous les ongles, au moins une fois par jour. Mais pour les enfants, on ne va pas le faire. Les parents, ils ne vont pas laver sous les ongles une fois par jour. Donc, leurs ongles, en plus, souvent, des fois, ils jouent dans la terre, tout ça. Donc, il y a plein de choses un peu sales. Donc, s'ils grattent, ils risquent d'infecter le point d'injection. Même si le point d'injection était nickel, mais s'ils grattent là, eh ben, ils peuvent mettre des bactéries. Comme il y a toujours une petite plaie qui correspond à la piqûre, au point où il y a eu la piqûre, eh ben, ils peuvent infecter ce point-là. Donc, il faut éviter qu'ils se grattent. Vous faites attention à ça. Donc, premier point, vous surveillez les points d'injection. Est-ce que c'est rouge? Est-ce que c'est dur? Est-ce que c'est gonflé? Est-ce qu'il y a quelque chose qui coule? Est-ce qu'il y a du pus qui sort? Deuxième chose, vous surveillez le comportement de l'enfant. Est-ce qu'il est plus fatigué que les autres qui ont le même vaccin ou pas? Est-ce qu'il est grognon? Est-ce qu'il pleure facilement? Voilà. Troisième point, vous évitez qu'il se gratte parce que souvent comme sous les ongles c'est sale, bah, s'il se gratte, il risque d'infecter le point d'injection. Et vous notez bien la date de l'injection. Si le parent vous dit bah, ce soir il va avoir un vaccin, vous le notez bien dans le cahier de transmission de la crèche. Qu'on sache. Parce que en gros, pendant 24 à 48 heures, on va devoir surveiller ça. À peu près. Voire 72 heures. Alors, pour d'autres vaccins, par contre, là c'est les surveillances pour tous les vaccins. Maintenant, je vais vous donner les surveillances spécifiques pour certains vaccins. Alors, si l'enfant il est vacciné contre la tuberculose, il faut conseiller aux parents, pas de bain. Donc, pas de bain de mer, ni de piscine, plutôt petite douche, dans les 24 heures qui suivent l'injection. Donc en général, la tuberculose, c'est une vaccination qui se fait à partir de 1 mois. Donc ils ne font pas de bain ce jour-là, ils font un bain le lendemain, 24 heures après l'injection. Et pas de piscine, s'ils font bébé nageur et compagnie. Et pas de bain de mer. Bon, quand ils sont tout petits, c'est rare, mais bon, on ne sait jamais. Contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, la coqueluche, l'hémophilus influenzae de type B, il y a souvent, et les pneumocoques et les méningocoques, il y a souvent de la fièvre. Donc contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, la coqueluche, l'hémophilus influenzae de type B, les pneumocoques et les méningocoques, il y a une fièvre 24 à 48 heures après. Mais toute petite, il n'a pas 39, il a 38, 38,5. Mais il va avoir un peu de fièvre, c'est normal. Parce que comme le corps, c'est comme une toute petite partie de la maladie, c'est des maladies qui donnent de la fièvre. Donc c'est normal qu'il fasse un tout petit peu de fièvre dans les 24 à 48 heures. Donc les parents ne s'inquiètent pas, c'est normal. En général, le médecin il a expliqué, il a prescrit du Doliprane. Les parents ils donnent du Doliprane, ce médicament qui permet de baisser la fièvre. C'est un antipyrétique. Ils donnent du Doliprane et ça devrait passer. Donc ça, pour toutes ces maladies-là, il faut surveiller la température. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument noter dans le cahier de transmission la date de la vaccination. Et vous allez noter...
et parce que ce jour-là, 24 à 48 heures après, bah, s'il a de la fièvre, en gros, on ne s'inquiète pas. D'autres, l'hépatite B, il n'y a pas de surveillance, il n'y a pas de réaction. L'hépatite B est un vaccin qui est plutôt très bien toléré. Il ne fait pas de réaction. Voilà. Donc là, on est tranquille pour l'hépatite B. Contre la rubéole, la rougeole et les oreillons, comme c'est des maladies qui peuvent donner de la fièvre, mais c'est des maladies qui ont une période dite d'incubation. Ça veut dire qu'on contracte la maladie, on ne va pas développer les symptômes tout de suite. Les symptômes vont arriver entre 5 à 12 jours après avoir contracté la maladie. Ça veut dire que ça va un peu germer dans votre corps avant que les symptômes paraissent. Donc, la fièvre, il peut avoir une fièvre qui va être entre 38 et 38,5 et il peut avoir une légère éruption cutanée qui va se présenter 5 à 12 jours après l'injection le vaccin. Alors, c'est un vaccin qui est couplé, on fait les trois en même temps, ça s'appelle le ROR, rougeole, oreillon, rubéole. Et ce vaccin-là, il va se faire les symptômes, la fièvre et peut-être, alors c'est assez rare les éruptions cutanées, mais ça peut arriver 5 à 12 jours après l'injection. Voilà. Donc j'en ai fini pour le cours. Je vous remercie de votre attention et je vous dis donc à lundi.